Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 148e site-rep sur la Syrie, en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour à tous nos amis et bienvenue. C'est Oui. un autre site rep, notre 148e site rep. Ça fait déjà quelques années que nous avons effectivement ce rendez-vous bimensuel et donc nous espérons pouvoir continuer, bien qu'il y ait des fois des petites digressions dans les dates parce que pour des raisons de voyage ou de maladie, etc. Mais nous sommes toujours là, fidèles au poste. Oui, et merci aussi pour votre fidélité, chers internautes, et vos commentaires chaleureux nous incitent à continuer. Sans transition, on va parler de la situation un petit peu internationale, la situation générale, avec cette réunion importante notamment qui a eu lieu à Saint-Pétersbourg, un forum économique organisé par la Russie. Est-ce que tu peux nous en parler, qui y a participé, de quoi il a été question? Parce que j'ai cru comprendre que c'était c'est un marqueur important un tournant majeur dans les relations internationales, ce forum économique. En fait, cette dernière période s'est caractérisée justement par une activité internationale très très importante au cours de laquelle on voit beaucoup de pays qui étaient déjà peut-être en bisbille, qui n'avaient pas de bonnes relations entre eux, mais renouer des relations de coopération, d'amitié, à commencer par l'accord qui est très important, qui a été tissé sous l'égide de la Chine, entre l'Arabie saoudite et l'Iran, qui en fait, qui est effectivement stratégique et majeur et qui change complètement la donne dans nos pays, dans notre région, c'est-à-dire au Moyen-Orient, et pas seulement, même à l'échelle mondiale, sachant que ce sont deux grands pays qui sont des grands producteurs de pétrole, et sur lesquels aussi les États-Unis ont joué pendant des années pour créer des contradictions entre l'un et l'autre, créer aussi comment dire, des différends de type confessionnaliste, parce que l'un chiite, l'autre sunnite, etc. Et même, ils ont tenté de créer une sorte de rivalité. Et les deux pays sont très, très importants non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan social, puisque ce sont deux pays musulmans et que il faut dire quand même la majorité des pays pratiquement du tiers-monde sont aujourd'hui des pays musulmans. Au niveau pas du nombre de pays, mais au niveau de la population. Quand on veut citer par exemple l'Indonésie, le Pakistan, ce sont des grands pays, la Malaisie, etc., des pays où il y a une très grande, un nombre important de populations, bien sûr, ajouté aux pays africains, à beaucoup de pays africains. Donc, c'est quand même, ils réunissent, je dirais, le leadership d'une population mondiale importante. Voilà, ça c'est un point. Et en fait, le retour des relations entre les deux a marqué un tournant important aussi dans la région, puisque les deux maintenant sont du même côté, et puis ils nouent aussi des relations avec la Russie, avec la Chine, que l'objectif a été complètement et aujourd'hui le bien-être des peuples, et puis tout le monde s'inscrit dans une logique de développement économique de l'ensemble des régions et donc de l'Eurasie. Et voilà. Et les deux sont aussi des amis, deviennent en fait l'Iran est déjà un ami stratégique ou un allié stratégique de la Russie pour tout un tas de relations concernant concernant la culture,
l'économie, la construction économique, etc., mais aussi pour la région, notamment pour une question importante comme celle de la Syrie, parce qu'on sait que la question syrienne a été aussi provoquée pour incruster en quelque sorte l'État fantoche d'Israël dans la région et pour créer une sorte de, comment dire, une sorte de normalisation des relations de cet État fantoche avec tous les pays voisins. Et Mhm. que là, par cette alliance, je dirais, ou par ce retour de relations cordiales entre l'Arabie saoudite et l'Iran, ben, le chemin est coupé pour cet État fantoche d'Israël sur la normalisation avec les pays du Golfe et avec l'Arabie saoudite, sur Mhm. lequel il misait beaucoup d'ailleurs, pour se donner une certaine légitimité, et ce qui n'est pas le cas. Alors, depuis ce moment, on a vu aussi se multiplier toutes les relations, des relations et des discussions mondiales. On a vu, par exemple, le président chinois aussi faire une rencontre avec Poutine. On a vu des relations. Le forum Chine de Chine, qui a eu lieu aussi, un forum économique chinois de Chine. Il y a eu un forum économique mondial qui s'est réuni à Saint-Pétersbourg en Russie, qui a réuni plus de 170 pays, qui sont les plus grands pays quand même, qui sont à la fois des pays producteurs de pétrole, des pays producteurs de matières premières. Il y avait tous les pays africains. Mhm. On a vu aussi la visite de responsables russes dans tous les pays africains, la visite de responsables africains en Russie. On a vu aussi la visite du président Tebboune, qui est président algérien à la fois en Russie et tout ceci aussi après le retour de la Ligue arabe à la Syrie aussi, où Mhm. la Syrie a été reçue en pays victorieux et où a dominé le point de vue de la Syrie sur le communiqué final de la réunion de la Ligue arabe, qui vise à reconnaître que d'abord que la complémentarité économique et sociale, etc., dans les pays de la région, dans les pays arabes, mais aussi surtout sur le fait que c'est la question palestinienne qui est la question centrale pour l'ensemble des Arabes, et qu'il faut aussi lutter contre l'hégémonisme mondial et la domination, mais aussi pour se donner la main pour améliorer, élever le niveau de développement dans tous les pays arabes. Alors effectivement, on a parlé à plusieurs reprises, hein, ce dernier site rep, de l'intensité du ballet diplomatique mondial. Et il continue. On va parler bientôt on va parler juste après des différentes visites. J'en ai mentionné une, celle du président Tebboune, le président algérien. Alors l'Algérie d'ailleurs est candidate pour rejoindre les BRICS, si je me trompe pas. Absolument, absolument. C'est aussi quelque chose, c'est une visite très importante aussi que le président Tebboune a fait au président Poutine. Ajouter aussi sur l'arrière-plan, je dirais quand même qu'il était important de voir aussi la visite que le président iranien Raisi avait fait en Syrie avant, Mhm. et bien sûr le président Tebboune aussi en Syrie. Tout ceci va dans le sens d'une coopération, une coopération économique très importante, hein, d'une part. Euh, la, la, Aujourd'hui, il y a aussi la tournée du président Raisi dans les pays de l'Amérique latine. Le président iranien, Euh, oui.
notamment, Raisi, oui, c'est le président iranien, notamment sa visite au Venezuela, qui est aussi un grand producteur de pétrole. Ce sont des choses qui sont très importantes qui se font avec aussi un fond je dirais, d'amitié, de solidarité aussi entre tous ces pays. Je voudrais rappeler aussi, lorsque le Venezuela était sous l'embargo américain, et il l'est toujours d'ailleurs, que des cargos pétroliers iraniens sont arrivés au Venezuela pour briser ce blocus contre le pays. Et ça, les États-Unis, ils n'ont rien pu y faire malgré tout. Donc ça, c'est aussi très, très important. C'est un fait important de le rappeler. Et c'est important de rappeler que l'ensemble de ces pays réunissent pratiquement plus de 50%, voire plus, de la production énergétique mondiale sur le plan du pétrole. Quand on ajoute aussi les pays africains, on voit qu'il y a une très grande proportion de la production mondiale des matières premières, pas seulement du pétrole et du gaz, mais aussi des matières premières. Je voudrais rappeler quand même que l'Afrique détient des très grandes mines de production de matières précieuses qui ne sont autres que l'or et le diamant, etc., mais des matières précieuses pour l'industrie informatique, telles que le césium, et nucléaire, tels que l'uranium, le césium, la silice, etc. Donc tout un tas le nickel, tout un tas de minéraux qui sont très précieux pour l'industrie moderne, si on peut parler d'industrie moderne. Alors le président iranien a terminé sa tournée en Amérique latine et il s'apprête, ou il a déjà commencé une tournée dans les pays du Golfe également. En fait, le ministre des Affaires étrangères actuellement iranien va faire effectivement, il a commencé une tournée dans les pays du Golfe, justement, le Koweït, le Qatar, Bahreïn, etc. Et donc l'ensemble des pays de la région, ce qui aussi est quelque chose de très important et qui va après donc bien sûr avoir rendu visite à plusieurs reprises à la Syrie, au Liban, à l'Irak, et donc où cette relation en fait entre l'Iran et ces pays se serre et devient de plus en plus non seulement amicale, mais de plus en plus une alliance plutôt stratégique. Je rappelle quand même que ce qui lie l'Iran à la Syrie, à l'Irak et en fait au Hezbollah, au Liban, etc., c'est aussi, et la Palestine, c'est qu'on est tous dans le cadre de l'axe de la résistance au vol et au viol des territoires palestiniens par les Israéliens, donc contre l'occupant israélien, et pour une justice à ce niveau, une justice pour le peuple palestinien. Et tous ces peuples aujourd'hui se reconnaissent clairement qu'il ne peut pas y avoir de stabilité dans la région s'il n'y a pas une solution juste qui rend tous ses droits au peuple palestinien et qui lui permettent d'avoir son État et sa souveraineté. Alors justement, on va parler que certains pays aussi parlent du retour en fait et exigent le retour des Palestiniens à l'ONU, qu'ils soient reconnus comme un État à part entière par l'ONU et que le droit international soit appliqué. Alors justement, on va parler dans quelques instants de ce qui s'est passé il y a ces derniers jours donc, en Palestine. Mais avant, j'aimerais que tu parles un peu plus de ce forum économique qui a eu lieu à Saint-Pétersbourg, parce qu'il me semble qu'il y a eu des choses importantes qui ont été évoquées et dont on n'a pas encore parlé.
Notamment bah, Effectivement. tout ce qui concerne le commerce international, avec l'affranchissement du dollar dans les transactions et le système bancaire Effectivement. utilisé. Effectivement, en fait, étant donné les Américains usent et abusent de leur système de sanctions Mhm. sur tous les pays, alors interdisant à la fois les transactions bancaires à tous les pays qui ne suivent pas leur diktat, hein, et d'une part, et puis d'autre part, par le fait que toutes ces transactions se réfèrent au dollar, notamment en ce qui concerne les matières premières. Or, il y a eu déjà des premières grandes manifestations, je dirais, d'affranchissement du dollar, puisque la Russie vend son pétrole maintenant au rouble depuis le début euh, de ce qu'on appelle la guerre d'Ukraine et qui est la guerre de l'OTAN contre la Russie, en fait, et donc l'implication de sanctions contre la Russie. Et suite à ça, effectivement, la Russie a exigé que si on veut acheter son pétrole, on le paye en dollars, pardon, en roubles. Mhm. Et ça a été effectivement appliqué par beaucoup de pays. Du coup, effectivement, la Russie a amélioré son indépendance et son économie, donc à la suite de ces dites sanctions américaines, que la Chine et la Russie traitent elles-mêmes l'une avec l'autre par la monnaie locale, que la Chine paye même maintenant l'Arabie saoudite avec le yuan. Et donc, et pareil pour l'Iran. Donc, en fait, c'est que le Venezuela va aussi sur ce terrain. Et puis qu'il y ait des transactions, informatiques, en fait, parallèles à SWIFT, qui ont été effectivement réalisées, qui permettent aux pays de traiter entre eux, indépendamment de SWIFT, et puis de faire donc les transactions qu'ils veulent, ce qui veut dire en fin de compte que les États-Unis, à force de vouloir mettre le siège et l'embargo sur les autres, ils se sont mis un siège eux-mêmes. Ça d'un côté. De l'autre côté, on voit aussi que l'Algérie veut accéder aux BRICS bientôt, qui est aussi l'Algérie qui est un grand producteur de pétrole, hein, disons-le, et qui a comment dire, une grande volonté aussi d'indépendance et de souveraineté. Donc aussi va dans ce sens, hein, que aujourd'hui les pays du BRICS aussi, ils cherchent à avoir une monnaie propre à eux aussi, euh, et, euh, ils travaillent, ils œuvrent activement pour cela. Ça, c'est quelque chose de très important aussi pour défaire le dollar complètement. Et puis, donc, on peut dire que dans les quelques années à venir, ça va être rapide, effectivement, dans ce sens-là, l'indépendance par rapport au dollar en tant que référence monétaire internationale. Mhm. Et de la même manière, la référence aussi aux banques mondiales et au Fonds monétaire international, qui n'ont fait que augmenter les pauvretés dans le monde et augmenter le sous-développement, entre guillemets, des pays qui étaient en voie de développement et qui cherchent à se développer. Et en fait, par le lien avec ces banques, les banques, ils sont poussés au sous-développement par les intérêts grotesques qu'ils appliquent et par les conditions aussi politiques qu'ils impliquent à ces pays, qu'ils impliquent de ces pays, pour pouvoir avoir des prêts de développement et des projets donc financés par ces banques pour le développement.
et Alors, qui sont des projets qui ne profitent qu'à l'Occident souvent. mhm. Alors, on a assisté à un retour en grâce, donc effectivement de la Syrie au sein de la Ligue arabe, mais il y avait un pays qui brillait par son absence de réjouissance ou son absence de cours, c'était le Qatar. Et d'ailleurs, c'est vrai que le Qatar, voilà, ne se réjouit pas forcément, ne s'est pas forcément réjoui officiellement, en tout cas, du rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, alors qu'à différentes époques, il avait peut-être œuvré en ce sens. Pareil par rapport aux sanctions vis-à-vis de la Russie, le Qatar, voilà. Alors, est-ce qu'on assiste à un début de rapprochement entre le Qatar et la Russie? Et si oui, quels sont les signes? Là, on voit il y a effectivement des rencontres entre le Qatar et la Russie. On voit qu'il y a aussi le fait que l'Iran et le Qatar, ils ont aussi d'excellentes relations. Il faut dire quand même que le Qatar est l'ami proche de la Turquie et que moi je voudrais aussi qu'on parle, puisque c'est lié, la Turquie. En fait, jusqu'à présent, la Turquie aussi, par la réélection d'Erdogan, la Turquie se rend compte en fait que les États-Unis, ils sont plutôt, ils jouent plutôt la carte de la domination aussi de leurs relations. La Turquie fait partie de l'OTAN, hein, de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions, mais que de toute manière, ils se rendent compte que l'avenir est plutôt à l'Eurasie et que la Turquie, elle a intérêt à être plutôt de manière, je dirais, homogène et plutôt euh, euh, à œuvrer avec les pays voisins, avec le voisinage, pour un développement de la Turquie. Je voudrais quand même dire que la Turquie est aujourd'hui, elle est en but d'une crise économique importante, que la livre turque a beaucoup dévalué. Elle a perdu économiquement. Il y a ajouté au séisme toute la politique agressive que la Turquie a menée vis-à-vis de la Syrie, vis-à-vis de l'Irak, pendant les décennies passées, pendant les 12 années passées, puisque la Turquie a été la tête de pont quand même du passage des terroristes en Syrie et en Irak. Hein, et que ça a été aussi la tête de pont de l'agression donc contre ces deux pays et contre les voisins, malgré le fait qu'elle a de bonnes relations avec l'Iran, mais qui sont aussi parfois sujettes à équivoque. Donc maintenant, la Turquie se rend compte, et je voudrais rappeler quand même que le fait que le coup d'État avorté en 2016, en juillet 2016, qui a été avorté, il s'est avéré clairement que c'était les États-Unis qui étaient derrière, qui voulaient faire ce coup d'État donc en Turquie, et que là maintenant Erdogan se rend compte que les Américains ne sont pas ses amis comme il pense, comme il pensait, et que là il se tourne davantage vers l'Est. Hein. Je voudrais dire aussi que vous savez aussi tous que la Turquie a d'excellents rapports, d'excellentes relations avec la Russie, que la Turquie était devenue pratiquement une plateforme de distribution du pétrole russe et une plateforme de distribution des céréales aussi russes, hein, qu'elle est sur un passage très important aussi vers la mer Noire et la Méditerranée, entre la Méditerranée et la mer Noire, donc aussi vers la Russie. Tout ceci plaide à dire aussi que la Turquie, objectivement, a intérêt à nettement privilégier ses relations avec l'Est, hein, qu'avec les États-Unis. Aujourd'hui, il y a aussi la Russie œuvre à aider aussi la Turquie et Erdogan en particulier à remonter, comment dire,
à replâtrer, à restaurer ses relations de bon voisinage, aussi bien avec la Syrie qu'avec l'Irak, en usant de son influence dans la région. Alors justement, Donc, il y a eu récemment la 20e réunion d'Astana. Est-ce que tu peux nous en parler? voilà, alors donc cette réunion Astana était une réunion très importante et très charnière, je dirais, qui marque une grande différence avec les autres réunions. D'abord par la présence syrienne. Les autres réunions Astana étaient, la Syrie n'y était pas présente, bien qu'on parlait de la Syrie. Alors que là, il y avait une délégation syrienne importante dirigée par le vice-ministre des Affaires étrangères syrien qui s'appelle Ayman Soussan et où les choses ont été discutées de manière ouverte, etc. Et donc, où il était question donc du retrait ouvertement et clairement du retrait immédiat de la Turquie des territoires syriens, ou en tout cas d'un calendrier de retrait qui serait effectivement suivi de manière sérieuse. Et puis aussi, d'un autre côté, le retrait aussi des Américains de la région entièrement, mais aussi de la Syrie. Donc ça, c'était deux points sur lesquels tout le monde a insisté et sur lesquels il y a eu dans l'accord final donc un calendrier. Nous sommes revenus effectivement à l'application de l'accord de mars 2020 qui n'a jamais été appliqué par La Turquie. la Turquie, qui était le retrait donc de l'autoroute M4, hein, la libération de l'autoroute M4 qui relie l'est à l'ouest de la Syrie. Et donc ça d'une part, et puis d'autre part le fait de dire que l'armée, en fait, la Turquie doit arrêter de soutenir les, euh, les forces terroristes comme Jabhat al-Nusra et Hayat Tahrir al-Sham et vice-versa, tous les 40 factions terroristes qui sont du côté d'Idlib et Alep. Mhm. Donc là, effectivement, il y a arrêt du soutien, mais surtout que là, il faut aussi que ces forces, que les forces turques laissent la place à l'armée arabe syrienne, hein, dans cette région pour les combattre. Sinon, c'est l'armée turque qui les combat et il est question de les sortir de là. En fait, de sortir les terroristes du nord-ouest de la Syrie. Ça D'accord. d'un côté. Alors, de l'autre côté, ça c'est très important et ce calendrier, il a été adopté, qu'il y ait effectivement une application sérieuse de ces points. Mhm. Donc maintenant, ce sont les services de renseignement, les services militaires, etc., qui se rencontrent pour étudier les modalités sur le terrain et des modalités exactes. De la même manière, à du nord-est de la Syrie, il est important aussi de voir quand même que les forces américaines, là, force est de constater que les Américains accentuent leur présence, ils fortifient ils déploient des lance-missiles, ils déploient des armes lourdes dans la région de Hasakeh, aux alentours aussi des puits de pétrole Conoco et Al-Ammar. Ça, c'est quelque chose d'absolument intolérable et que l'ensemble des participants et la Syrie refusent cette présence et invitent effectivement les États-Unis à se retirer immédiatement
puisque ils sont en train aussi de piller les ressources de vie du peuple syrien, aussi bien en matière de céréales qu'en matière de pétrole et de Mhm. gaz. Alors, Donc là, il y a il y a des commissions qui vont donc se réunir, des commissions des services en fait, et des commissions mixtes qui vont se réunir, qui continuent donc à traiter ces questions pour voir, comment dire, projeter, en faire une projection concrète sur le terrain avec un déploiement réel de l'armée arabe syrienne dans toutes les régions qui sont sous contrôle turc. mhm. Voilà. Alors, puisqu'on parle de la Syrie, il y a Et un drone qui a il est à remarquer. Hmm. Pardon, vas-y. Pardon, vas-y. Puisqu'on parle de la Syrie, il y a un Non, non, drone vas-y. qui a attaqué le sud de Damas récemment. Alors, est-ce qu'on a des soupçons sur à qui appartient ce drone? C'est un drone israélien Mhm. qui a attaqué effectivement, comme c'est à l'habitué. Donc les Israéliens, tous les X temps, ils s'attaquent aux aéroports, etc. Mais là-dessus aussi, je voulais dire qu'il y a une véritable coordination entre les Israéliens et les Américains et qu'aujourd'hui, il y a une progression importante de la résistance populaire contre les Américains, qu'il y a eu plus de 23 personnes qui ont été attaquées, atteintes en fait, des 23 soldats américains qui étaient atteints de problèmes au niveau en fait blessés, disons, puis donc par des attaques de drones de leur base, par des attaques donc et ça c'est la résistance populaire et la résistance syrienne, arabe syrienne et, et irakienne, donc de l'axe de la résistance, je dirais, qui s'attaque aussi clairement à la présence américaine en Syrie. Les Américains prétextent que c'est pour protéger leurs soldats qu'ils renforcent leur présence, alors que eux, ils ne veulent que la paix en Syrie, mais ils ne peuvent absolument pas laisser cet État du président Bachar al-Assad qui continue à opprimer son peuple, etc. Enfin, comme d'habitude, c'est toujours le langage défense de la démocratie, comme ils ont défendu la démocratie en Irak en tuant 1,5 million de personnes, et qu'ils continuent à défendre, soi-disant défendre la démocratie en Syrie, en ayant complètement détruit le pays, en ayant tué des millions de personnes aussi, et exilé d'autres. Donc c'est toujours le même masque que les Américains continuent à mettre pour cacher leur politique colonialiste, hégémoniste et qui impose leur politique. Voilà. Alors les Américains aussi tentent leur propre balai diplomatique, mais avec assez fort peu de succès, on peut le dire. Il y a eu la visite de Blinken en Chine. Il a même rencontré Xi Jinping en plus de son homologue chinois. Et malheureusement, Biden a déclaré dans le même élan que Xi Jinping était un dictateur, ce qui est une phrase fort peu diplomatique. Alors est-ce que tu peux nous parler d'un peu de cette séquence et des réactions chinoises? En fait, il y a eu effectivement une rencontre avec le président, avec le ministre des Affaires étrangères chinois, entre Blinken et le ministre des Affaires étrangères chinois. Il a même été reçu par Xi Jinping. Bon, en fait, ce que les Américains essayent de faire, c'est de dissuader surtout la Chine de coopérer d'une part avec la Russie, d'autre part, et puis d'aider la Russie dans son intervention ou dans sa guerre contre l'OTAN, on peut dire. Effectivement, là, en fait, ils se rendent compte quand même que de toute façon, la politique chinoise est une politique qui est très, euh, comment dire, elle est très calme. C'est une politique qui invite effectivement
à ce qu'il y ait un cessez-le-feu, à ce que cette guerre en Ukraine qui est complètement je dirais, dévastatrice en fait, hein, pour tout le monde, notamment pour l'Europe et pour la Russie et pour l'Ukraine, que de toute façon, il faut qu'elle cesse. Mais donc Blinken a été reçu par Xi Jinping pour lui signifier cela, et puis voilà que Biden déclare que le Xi Jinping est un dictateur, etc. En fait, bon, je pense que c'est CNN on peut pas dire que c'est une revue qui est pour les peuples, mais elle commence à dire que de toute façon, c'est complètement idiot que Biden puisse faire cette déclaration d'être reçu, enfin, que son ministre des Affaires étrangères vient d'être reçu en Chine et qu'il cherche à établir des relations plutôt avec la Chine qui soient correctes et que là, c'était plutôt Incorrect. malheureux et incorrect. C'est la moindre des choses qu'on puisse dire. De ce fait, de toute façon, la Chine continue à avoir sa progression économique. La Chine continue son petit bonhomme de chemin concernant de la route de la soie et puis de la ceinture de la soie. Les projets de construction continuent. Il y a eu un démarrage de projets en Égypte, hein, qui relie la mer Rouge à la mer Méditerranée. En fait, hein, ça c'est intéressant. Donc avec l'aide des Chinois, c'est aussi des choses en fait. Les Chinois continuent à travailler dans le concret et dans la construction des pays de leurs amis, alors que les Américains travaillent dans comment dire, dans les menaces et puis dans les embargos. Il est certain que les peuples, ils ont vite fait leur choix et puis les gouvernements aussi. Alors il y a un article que j'ai vu passer dans la presse, Géo pour ne pas le citer, qui parle d'un probable, un possible en tout cas, futur camp chinois à Cuba, un camp militaire qui serait en préparation à Cuba. Est-ce que tu as entendu parler de cette histoire? Alors oui, tout à fait. Donc les Américains invoquent la présence d'une base ou la volonté de construction d'une base américaine, d'une base chinoise à Cuba, chose qui a été complètement démentie aussi bien par les Cubains que par les Chinois. Et en fait, les Américains essayent de provoquer des choses ou des événements pour justifier une attaque éventuelle. On peut rappeler quand même certains événements de l'histoire qui ont failli aussi faire dégénérer les choses en guerre mondiale. Donc là, les Américains utilisent ces mêmes faits, et alors que c'est complètement faux. Alors il y a des petits problèmes de connexion. Pour l'instant, on comprend quand même bien ce que tu dis dans l'ensemble. Donc pour l'instant, je pense qu'on peut continuer. Mais si les problèmes sont trop importants, on coupera et on refera un appel. Donc la Chine, on peut le préciser. Donc c'est plutôt elle qui peut se dire menacée par les États-Unis, puisque les États-Unis sont quand même présents au Japon, ils sont présents à Taïwan. Les Américains, voilà, c'est eux qui sont présents près de la Chine et non pas l'inverse. Mais c'est toujours cette tentative d'inversion accusatoire, j'allais dire, dans les médias. Ce sont toujours les Américains qui menacent effectivement la paix internationale, qui menacent la stabilité des autres pays, qui de toute façon, très fidèles à leur théorie du chaos créateur de nouveautés et du chaos constructeur. Voilà. Ils créent le chaos dans tous les pays où ils peuvent le créer, que ce soit par des forces étrangères qu'ils téléguident dans le pays, soit par des cinquièmes colonnes intérieures du pays aussi
qu'ils financent et puis qu'ils arment. Souvent, donc c'est le cas aussi à Taïwan, hein, où la majorité du pays est plutôt pour effectivement une unité ou une harmonie avec la Chine, sauf un petit parti qui cherche à être séparatiste. On voit comment les Américains aussi en Syrie, ils financent des groupes qu'ils appellent kurdes et qui n'ont pas réussi jusqu'à maintenant d'ailleurs à former ils essayent de pousser, de faire des changements démographiques dans la région nord-est de la Syrie. Ils essayent de créer des hordes kurdes. Or, la majorité des Kurdes sont des citoyens syriens comme tout le monde et ils n'ont pas cette velléité. Ils les importent de l'extérieur. Enfin, c'est aussi toujours une volonté de créer une séparation, une velléité des gros problèmes entre les gens, créer des diversions à l'intérieur des pays et d'un même pays aussi pour l'affaiblir et pour accentuer leur domination et même provoquer aussi leur présence, leur occupation. Mhm. Donc, Alors, on vient de parler de la visite de Blinken en Chine et de la tentative de balayer diplomatique américaine. Il y a eu la visite du président indien également à Washington, dont ouais. tu m'as parlé en préparant cette émission. Alors, de quoi il s'est agi pendant cette visite? Oui, là, les Indiens, en fait, sont de bons amis des États-Unis, mais en même temps sont d'excellents amis de la Russie. Biden a accueilli de manière très chaleureuse le Premier ministre indien, espérant qu'il soit à ses côtés aussi, ou qu'il prenne parti, je dirais, dans le conflit qui oppose les États-Unis à la Russie en Ukraine. Mhm. Bon, ben, il n'en a été rien du tout. Et puis que par contre, effectivement, il y a eu quelques accords pour acheter des armes américaines, pour acheter du savoir-faire américain, etc. Et il est important de savoir quand même que l'Inde est en train de devenir la troisième force mondiale sur le plan économique, hein, troisième ou quatrième, donc c'est assez important. Et puis, par contre, sur le plan démographique, ils sont aussi en train de rivaliser avec la Chine, voire plus. Donc, c'était pour les Américains, ils espéraient que ce soit leur allié stratégique. En fait, clairement, encore aujourd'hui, la CNN dit que de toute façon, l'Inde ne sera jamais l'allié stratégique des États-Unis. Ils sont liés par des relations très importantes avec la Russie. Malgré leur rivalité avec la Chine, malgré aussi les contradictions qui les opposent, je dirais, à la Chine, mais on ose penser, enfin moi personnellement, j'ose penser que la Chine est suffisamment, euh, comment dire, suffisamment Pragmatique. diplomate et tactique aujourd'hui pour que ces relations avec l'Inde soient meilleures et puis trouver des solutions à tout ce qui les sépare de manière beaucoup plus diplomatique que militaire. Mhm. Moi, je voudrais revenir. Oui, vas-y, pardon. Non, non, vas-y si tu veux. Si tu pensais faire un Oui, enchaînement. oui, je voulais revenir un petit peu en Palestine, en fait, et en Syrie, Ok. parce que là, on a fait un peu le tour de la situation internationale, Mhm. que sur cette toile de fond, je dirais, de nouveaux regroupements et puis de nouvelles avancées des pays du tiers-monde au bloc hégémoniste, hein, face à l'hégémonisme américain, tout simplement, et qui a autour de lui les Européens. Et il est certain que de toute façon, il y a eu aussi les Européens qui continuent à assurer et à montrer à quel point ils sont soumis au diktat américain. Donc, ils ont renouvelé
les sanctions contre la Russie, renouveler les sanctions contre la Syrie. Jacques Borrell a déclaré que de toute façon, ce n'est pas du tout le moment de reprendre les relations avec la Syrie. Il disait ça aux pays arabes et aux représentants des pays arabes qui sont venus, qui sont en contact avec l'Union européenne. Alors que, en fait, bien sûr, l'Europe est la première victime de cet hégémonisme et de cette guerre que mènent les Américains contre la Russie. Ça, c'est un point important. Que d'un autre côté aussi, l'Europe aussi affirme différemment aussi son soutien à l'État fantoche d'Israël aussi, où les Britanniques ont, ils font pas partie de l'Europe, mais c'est quand même un État qui était à l'origine d'Israël, il faut le dire. Hein. Aujourd'hui le parti des conservateurs soumet comment dire, une proposition de loi qui interdit le mouvement à toutes les associations qui s'activent dans le cadre du mouvement BDS, boycott des investissements, sanctions, pour punir Israël. Mais en même temps, on peut dire que la haine de tous les pays, en fait, ou tous les peuples contre l'État fantoche d'Israël augmente de plus en plus face à cette répression systématique qu'il mène contre le peuple palestinien, face à cette à ces violations systématiques des droits de l'homme, y compris les droits de l'enfant. D'ailleurs, je signale en passant qu'il y a un rapport de l'ONU qui a aujourd'hui, qui a exclu Israël des violations du droit des enfants. Comme si c'était des intouchables, en fait, l'État fantoche d'Israël. Donc, c'est quelque chose d'assez flagrant que les peuples commencent à voir et que cette chape de l'antisémitisme qu'ils appliquent à chaque fois que quelqu'un dénonce les crimes et le génocide que mènent les Israéliens, l'État d'Israël contre les Palestiniens, ça ne marche plus. Donc c'est bien, et maintenant l'État d'Israël est dénoncé par tous les peuples, et je rappelle quand même qu'il a été exclu de l'Union européenne, de l'Union africaine, hein, alors qu'il s'était faufilé comme auditeur libre dans la séance, et ils ont été dénoncés et chassés de cette réunion, et que aujourd'hui à nouveau les pays africains voient la réalité de cet État et rejettent le fondé de sa présence, qui n'est rien d'autre que le vol des terres des Palestiniens et le vol de leurs droits, et qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de pays qui sont pour la Palestine, et qui sont pour la Palestine pour qu'il y ait un retour, une présence de la Palestine à l'ONU d'une part, et puis que d'autre part un droit réel soit reconnu au peuple palestinien. Alors tu parlais de droit de vol de terre. Alors justement au Golan, il y a eu un projet d'éoliennes en cours, mené par l'État d'Israël, et donc ils en profitent pour, si j'ai bien compris, pour voler des terres. Est-ce que tu peux nous parler de l'opposition qui à ce projet? Effectivement, les habitants syriens du Golan, les habitants du Golan,
Et je tiens à rappeler quand même que le Golan est syrien, qu'il a été occupé en 67, hein, et que depuis, les Israéliens essayent à plusieurs reprises de s'approprier le Golan. En 82, ils ont fait une campagne d'israélisation des habitants du Golan, à laquelle les habitants se sont opposés par une grande grève en 82 qui a été aussi une grève historique, alors qu'elle a été comment dire, très réprimée par les Israéliens. Et puis il y a eu des arrestations, des morts et des tués, des blessés. Et ils ont quand même, par cette grève, ils ont arrêté Le processus. voilà le processus. Ils ont refusé donc l'israélisation, l'identité, les cartes. Ils ont brûlé toutes les cartes d'identité israéliennes qui ont été proposées. Et que depuis tous les ans, il y a aussi une volonté de, soi-disant, donc ils les poussent, ils attaquent les présents, les habitants qui résistent, il y a des violations de domicile, il y a... Et là, est un projet qui revient d'ailleurs sans arrêt aussi à la charge, hein, sous prétexte de protection de la nature, sous prétexte, après qu'ils se soient appropriés la terre, après qu'ils se soient appropriés les eaux d'ailleurs souterraines, les richesses du pays, les Israéliens cherchent à s'approprier l'air et le vent du Golan. Et donc, en installant des éoliennes sous prétexte de production de l'électricité par des moyens naturels. Alors, les peuples, le peuple voit clairement ce qu'il en est, puisque c'est un moyen de les déposséder de leurs terres sous prétexte de mettre d'installation de ces éoliennes et aussi de les déposséder de leur maison, de leur village, etc. Donc il y a eu une grande résistance acharnée face à une répression aussi importante avec des gaz lacrymogènes, des tirs de balles, etc. Mais ils ont réussi à s'y opposer et de ce fait, Netanyahou a gelé le projet pour l'instant. Donc tout ceci s'accompagne d'une grande répression aussi et de grandes activités contre les Palestiniens à Jénine, à Tolkaram, à Naplouse, à Jérusalem et même dans le rôle, en fait, dans le désert de Sinaï, une volonté de faire plier la population. Et là-dessus, ils ont déchanté, les Israéliens ont déchanté, puisqu'il y a eu les héros en fait, des brigades d'Al-Quds, des brigades de Jénine, des brigades de Jérusalem, etc., qui s'opposent effectivement aux Israéliens, qui leur ont asséné de graves pertes, hein, je dirais, voire même des blindés qui ont été explosés devant leurs yeux, etc. Donc là-dessus, il y a aussi, on peut parler là-dessus, les médias israéliens parlent d'un guet-apens de Jénine et qui a été en fait très mortel, je dirais, pour les Israéliens. Alors Donc, tu parlais d'une résistance généralisée hein, quand on préparait cette interview, palestiniens, libanais, syriens. Mais tu exact. mentionnais également des condamnations arabes unanimes par rapport à ce qui se passe Tout en à fait. Palestine. Alors, bien entendu, la République syrienne, la République arabe syrienne a bien condamné rapidement
toutes ces actions, toutes ces exactions aussi des Israéliens contre le peuple syrien et contre le peuple palestinien. Tous les pays arabes ont été unanimes dans la condamnation de ces actions israéliennes, y compris l'Arabie saoudite, sur laquelle les Israéliens misaient beaucoup, y compris d'ailleurs les Émirats, qui avaient, rappelons-le quand même, passé des accords de normalisation des relations avec Israël. Donc, c'est en fait le slogan, si on peut dire, qui était l'unité des champs de bataille face à Israël est devenu une réalité. On peut dire que la résistance palestinienne devient de plus en plus forte et de plus en plus déterminée pour la libération de la Palestine, et on peut voir que cette libération est proche. D'un autre côté, il est important de voir que tous les États, en fait, les États libres du monde, je dirais, exige effectivement qu'il y ait une reconnaissance des droits du peuple palestinien et qu'il y ait un siège pour la Palestine, un État, voilà, une reconnaissance de l'État palestinien qui soit à l'ONU et que la charte de l'ONU soit respectée et que effectivement qu'elle soit respectée et appliquée en ce qui concerne le peuple palestinien. Alors on va bientôt clore ce site rep. Est-ce que tu peux nous parler de cette grosse explosion qui a eu lieu dans une usine chimique en Israël? Oui, alors justement donc c'était hier, je crois. Dans le flot de tous ces événements, il y a effectivement une grosse explosion qui a été tue d'ailleurs. Les médias israéliens, les médias ont été interdits d'en parler, et puis aujourd'hui ils en parlent dans des termes qui sont très en fait, qui montrent que c'était quelque chose qui était accidentel, etc., dans cette usine à Herzliya, pardon, le nord de Tel Aviv. Mais bon, c'est assez étrange. Hein. Et accident ou sabotage, on peut se poser la question. Alors, en tout cas, il est clair que les Palestiniens ne perdent pas de temps, qu'ils s'équipent, qu'ils font ce qu'ils peuvent, et que leur force de résistance augmente, et leur détermination aussi, et que jamais les Israéliens n'y arriveront par la force du feu et du sang. Alors un dernier événement que je vais te demander de commenter, c'est cette annonce russe, pardonnez-moi, à propos d'un nouveau sous-marin nucléaire et porte-drone qui a été mis au point et qui est sur le point d'entrer en service, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui change? Est-ce qu'il change la donne? Effectivement, les tests de cette... les Russes affirment un certain nombre de choses. Déjà, par rapport à l'Ukraine, il y a eu toute une statistique, en fait, des armes détruites depuis le début de l'opération en Ukraine jusqu'à maintenant. En fait, ceci dément tous les médias et toutes les informations mainstream occidentales qui montrent, qui se gargarisent d'une victoire de l'Ukraine face à la Russie et d'une défaite de la Russie et de pertes russes, etc. Il est certain que là, c'est clairement, je te demanderai de citer les statistiques dans les liens, dans les détails, voilà, dans le lien.
et donc qui montre effectivement qu'il y a de nouvelles armes stratégiques qui sont importantes, comme ce sous-marin à propulsion nucléaire, qui a été testé récemment et qui est en train d'être testé et qui est pratiquement prêt pour intervenir. C'est le sous-marin Poséidon, et en fait, et qui sera lancé et qui sera ajouté, je dirais, aux forces qui interviennent, les forces d'intervention russes d'ici la fin de l'année. Donc, ça, c'est aussi une mise en garde, une information, en fait, qui est très importante et dont il faut tenir compte. Alors que les pays occidentaux, notamment l'Europe, en fait, ils font fi de tout ça, ils continuent sur la lancée américaine en se cachant les réalités, sachant que c'est l'Europe qui est quand même qui est je dirais la tête qui va exploser, quoi. Oui, qui est en première ligne. L'Europe est en première ligne. Tout à fait. Tout à fait. Aïssar Midani, merci beaucoup encore une fois pour toutes tes analyses, toutes les informations que tu as apportées à notre connaissance aujourd'hui. Aux internautes, je vous renouvelle mes remerciements pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager, à vous abonner aussi, comme le dit assez régulièrement Aïssar Midani. Cette fois-ci, c'est moi qui le mentionne. Et puis je vous dis à bientôt. À bientôt. Thank you.